La chronique politique du Grand Journal avec le mardi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Un mot peut-être d'abord Alexis sur la une du journal qui sortira demain. La une portera sur le Hamas en grande partie, ses complices, ses relais, en terre européenne notamment. Et puis évidemment, on va faire un focus aussi de présentation un petit peu systématique des programmes, des différentes listes en lice pour les élections du 9 juin. Il y a plein de questions qu'on a posées aux candidates, aux candidats qui sont relatives à l'avenir du monde juif en terre européenne, la sécurité des juifs, etc., etc. Et ça sera donc les relations avec Israël. Dans le nouveau numéro, bien sûr, dans le nouveau numéro d'Actualité Juive à paraître demain. Alexis, les têtes de liste des principaux partis candidats aux européennes se retrouveront donc ce soir pour un dernier débat. Celui-ci aura lieu à partir de 20h40, codiffusé par France 2 et TV5 Monde. Alexis, est-ce qu'il peut être décisif pour certains candidats à 5 jours du scrutin? Alors, ils sont tous décisifs, si vous voulez. En fait, on voit bien que depuis l'enclenchement d'une tentative de dynamique de freinage de l'opposition officielle aujourd'hui à la Macronie, qu'est le Rassemblement national, tous les débats engagés, et notamment celui qui a mis aux prises, aux grandes dames des autres partis, Gabriel Attal, le chef du gouvernement Gabriel Attal avec le chef actuel du parti d'opposition principal qui est le RN Jordan Bardella, on voit bien que tous ces débats peuvent quand même un peu faire bouger les lignes. Donc vous avez absolument raison. Le débat de ce soir du service public est un débat important car il va donner à toutes les têtes de liste la possibilité d'exprimer, j'allais dire dans le finish, leur position, d'affiner leur position sur des sujets d'actualité. Ça peut évidemment, nous sommes dans les dynamiques démocratiques, c'est que ça peut bouger jusqu'aux urnes. Même si le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella a eu peu d'impact sur la cote de popularité du président du RN. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'effectivement, le sentiment qui domine, et là je n'ai absolument rien d'original dans mes explications, je reprends ce qui se dit depuis maintenant 2 semaines et qui peu ou prou correspond peut-être à la vérité des photographies sondagières, qui sont différentes bien sûr des votes exprimés, on verra bien dimanche soir quand on décryptera les résultats des élections. Mais enfin, si on se fie aux intentions de vote qui sont enregistrées par les études d'opinion successives, on peut dire qu'effectivement, vous avez absolument raison, jusqu'à celui de ce soir, on verra ce soir, mais ces différents débats, ces différentes confrontations publiques, soit sous la forme de duel, on l'évoquait, soit sous la forme de discussion à plusieurs voix, là en l'occurrence à une quinzaine de voix, ne changent pas grand-chose aux équilibres politiques observés par les sondages. Et on va retrouver à peu près le même format avec Jordan Bardella en défense et les candidats qui chercheront je suis pas dans la tête je suis pas dans la tête des différents candidats pour vous dire quelle est la stratégie qu'ils vont adopter, mais on peut déjà présager, vous avez raison, du fait que Valérie Hayé, en dépit de ses efforts, va essayer de montrer au Premier ministre, Gabriel Attal, qu'il a encouragé hier publiquement dans les studios d'une radio, France Inter, mais aussi au président de la République, France Info, qu'elle est un bon soldat. Donc elle va essayer de montrer le plus possible qu'elle a compris la leçon et qu'elle tape au maximum sur le Rassemblement national. C'est la logique politique, là. Vous et voyez, pas sur Glucksmann qui la talonne. Mais évidemment aussi, je pense qu'effectivement, ils ont phosphoré, ça paraît logique, ils ont phosphoré sur les points, les talons d'Achille, en quelque sorte potentiels, du candidat socialiste ou néo-socialiste. Et elle va évidemment essayer d'appuyer. Maintenant, vous dire que ça aura des résultats en termes d'intention de vote, je n'en suis pas sûr. Il y a un moment... Est-ce que vous avez en tête, Alexis, un débat dans les dernières élections nationales ou européennes qui ait pu renverser la donne ? Oui, européenne non, mais évidemment, non, tout le monde pense, et je ne suis pas le seul, il y a un débat qui a un peu fait bouger les choses. Vous savez bien qu'en 2017... la prestation calamiteuse de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection, avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, donc nous étions en avril 2017, a évidemment, si vous voulez, accéléré jusqu'à un certain point le processus de cristallisation des modérés politiques. Alors on les appelle comme on veut, socialistes, droite, libérale à la Jean-François Copé, autour du candidat Macron, évidemment. Vous voyez, en voyant les gens qui pouvaient avoir une hésitation, se sont dit non, aucune hésitation, évidemment c'est Macron. Donc là, oui, bien sûr, un débat, ça compte. L'arène démocratique, c'est une arène où jusqu'au dernier moment, les choses sont ouvertes. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est comme dans l'existence humaine, en règle générale. Vous voyez, la liberté prévaut jusqu'au dernier moment. C'est bien que dans une démocratie, la liberté prévale. Néanmoins, il n'est pas interdit d'observer des tendances et de réfléchir sur des déterminismes. Il semble qu'aujourd'hui,
en dépit de la liberté des électeurs, évidemment, mais il y a quand même des grands déterminants sociologiques qui vont guider le vote. Et au fond, on voit bien que nous sommes dans un espace où il y a une forme de tripartition là, qui s'est imposée dans cette élection. Il n'y a aucune raison qu'elle se détricote, qu'elle se défasse d'ici dimanche. La tripartition, c'est le bloc central, dit bloc élitaire par ceux qui le combattent, le bloc populaire autour du Rassemblement national et de ses satellites, et le Parti socialiste renaissant contre les prédictions de beaucoup d'analystes politiques. On va y revenir dans un instant, Alexis, sur cette tripartition de l'espace politique. Un second débat verra s'affronter un peu plus tard dans la soirée les têtes de liste des plus petits partis ou des plus petites listes, de Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière à Florian Philippot à l'extrême droite, en passant par Jean Lassalle. Est-ce que l'une d'entre elles peut avoir l'espoir d'obtenir au moins un siège au prochain Parlement européen, en obtenant donc à minima 5%? Oui, bien sûr. Vous savez, là, c'est pareil. C'est toujours ouvert. Mais alors après, même si on sait bien que la liberté jusqu'au dernier moment existe, donc la possibilité d'une surprise. Mais enfin, il faut réagir en termes de probabilité. Florian Philippot, c'est Florian Philippot. Il s'est vraiment mis dans un couloir d'extrême droite en flirtant, enfin plus qu'en flirtant, avec un certain conspirationnisme pendant les années Covid, c'est une évidence. Donc je vois pas trop, si vous voulez, étant donné l'espace occupé aujourd'hui par le Rassemblement national, quel est l'espace qui lui reste, vous voyez. On peut imaginer que les coups d'éclat se passent davantage dans cette seconde partie de l'émission. Évidemment, parce que quand vous êtes un tout petit candidat à 0,5 ou à 1%, vous avez beaucoup moins à perdre, vous avez beaucoup plus à gagner. Et l'un des challenges, vous avez raison, l'un des challenges pour Jordan Bardella, qui mène la course en tête, entre 32 et 33,5 dans toutes les études d'opinion, c'est de ne pas dévisser de 1 ou 2% à la faveur d'une algarade mal contrôlée, ou d'un chiffre qu'il n'aurait pas sous la main et qu'il ne saurait pas dégainer au bon moment contre une attaque, etc., ou d'apparaître faible sur un dossier, ce qu'il est apparu d'ailleurs sur maints dossiers économiques face à Gabriel Attal, qu'on avait, préparé comme un cheval de course, vraisemblablement, dans l'entourage élyséen, en lui disant vas-y, défonce-le. Et donc, effectivement, l'enjeu pour Jordan Bardella, c'est de ne pas perdre un point ou un point et demi lors d'une confrontation agonistique qui, ce soir, tournerait à son désavantage. Parce que ça serait interprété comme un recul, j'allais dire une défaite, le mot était un peu extrême, mais en tout cas un recul. Oui, c'est-à-dire, bien sûr. Après avoir mené quasiment de 15 ils doivent gérer leur avance d'ici dimanche. Et puisque on se projette aussi, on n'est pas que le nez collé, vous voyez, sur l'échéance, on sait très bien que paradoxalement, en dépit du score probablement élevé, du nombre de députés qu'ils enverront au Parlement de Strasbourg, peut-être 31, 32, 33, on verra, il y aura un faux plat à gérer. Vous voyez, les 2 années qui viennent, le paradoxe, c'est qu'elles ne seront pas si faciles pour le Rassemblement national, voyez. Et l'hypothèse d'un certain nombre d'opposants au Rassemblement national, on pense notamment à Sarah Knafo, je l'entendais l'autre jour, qu'au fond, numéro 3 sur la liste que ça changera rien. Que l'envoi de 33 ou 34 députés au Parlement européen, dans le meilleur des cas, siglés RN, ne changera rien de facto à la situation française. Cette hypothèse, je pense, pour le coup, si on est objectif, s'avérera assez rapidement valide. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se seront fait plaisir. Bon, mais qu'est-ce que ça changera concrètement à la France de demain, vu aussi les plans intelligent, voire machiavélique, que concocte dans ses alambics le président de la République au 55 Faubourg Saint-Honoré. Je vous en prie. Alexis, revenons pour terminer au futur podium, si j'ose dire, de ce scrutin. Les derniers sondages, notamment celui de Toluna Harris Interactive pour RTL, M6C Challenge, confirme le maintien en pole position et de loin de Jordan Bardella pour le Rassemblement national avec 32%. La liste de la majorité présidentielle n'a non seulement quasiment désormais aucune chance de le rattraper, mais elle est au coude à coude avec celle du Parti socialiste Place Publique, emmené par Raphaël Glucksmann, 14,5% des intentions de voix pour Valérie Ayé, 13,5% de l'autre pour Raphaël Glucksmann. Si Renaissance arrivait en 3e position, qu'est-ce que ça changerait? Ça serait un signal fort d'une tripartition. Vous avez exprimé ce terme tout à l'heure de l'espace politique. Là aussi, suivant les réflexions dont je viens de vous faire état sur le RN et au fond, le côté un peu mirage politique, je veux dire, de cette victoire, même s'il faut relativiser là aussi ce propos. Mais sur la position de numéro 2 et de numéro 3, vous posez une question essentielle, Steve. Et la déflagration ne serait pas politique. Ça ne changerait rien au destin du président de la République, de son gouvernement, de la Macronie, de la perception de la Macronie, etc. Ce serait symbolique. C'est-à-dire que si effectivement Raphaël Glucksmann envoie au Parlement, grâce à sa liste Parti Socialiste Place Publique, davantage, il suffit d'un ou deux, de députés que la liste Renaissance Besoin d'Europe, symboliquement,
cela créera une déflagration qui n'aura pas de conséquences politiques Pas immédiates. nécessairement de démission du gouvernement. Je ne pense pas. Je pense qu'on va en dire un mot, mais il n'est pas du tout dans cette optique. Il est dans l'optique de l'élargissement de sa majorité vers la droite, vers le MoDem notamment, mais aussi vers les LR, prêts à sauter le gué, comme l'a fait Rachida Dati en son temps. Il veut datiser LR. Fermons la parenthèse, je reviens à Place Publique. Mais par contre, et je ne manquerai pas de le dire, si Place Publique est devant Renaissance, cela validera l'analyse minoritaire de ceux qui, en gros, depuis 2021-2022, et on n'a pas arrêté de le dire tous les deux, pas arrêté, même depuis la présidentielle de 2021. Surtout vous, Alexis. Surtout moi, mais vous aussi, qui avez un espace qui se rouvrirait fatalement pour une gauche de gouvernement, c'est-à-dire anti-LFI, anti-écolo-gaucho, mais, si vous voulez, qui ressemblerait par beaucoup d'aspects à ce qu'a été la ligne de François Hollande. Je ne dis pas que c'est du François Hollande révisé, mais en gros, c'est ça. Et donc, effectivement, sur le plan du commentaire, il y a beaucoup d'éditorialistes mondains de la Macronie, je pense notamment à Bruno Jeudi, encore récemment dans la Tribune, qui devraient manger leur chapeau après avoir écrit des éditos sur le mode « Ouais, bon, Glucksmann, d'accord, mais c'est juste une petite embellie de printemps, ça ne donnera rien. » Ça voudrait dire que s'enclenche un processus de fond sociologique, mais c'est les seuls processus intéressants de recomposition profonde de l'espace politique avec la réémergence d'une gauche gouvernement qui compterait, évidemment, d'ici 2027. Réponse dimanche soir. Merci Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter sur radioj.fr et vous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi et à vendredi. À vous aussi.